Alors, juste pour bien préciser, parce que oralement ça ne s'entend pas, Oui. mais le centre s'appelle Humanisme au pluriel, Gestion au pluriel et Mondialisation au singulier. Et je crois que le, si j'explique en quelques phrases pourquoi le S, vous allez comprendre l'origine. J'avais créé un groupe Humanisme, Gestion et Gestion au singulier. Et pendant 10 ans, des gens me disaient, mais Alain, tu pourrais peut-être faire un manifeste pour expliquer quelles sont les intentions de ce groupe. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et un jour, j'invite un philosophe espagnol, mexicain, qui parlait en espagnol, et à travers son érudition, à un moment donné, j'entends humanismos. Et là, ça crée un déclic. Et je n'avais plus qu'envie de quitter la salle pour aller écrire le manifeste. Et la raison est donc que, pour moi, il n'y a pas qu'un humanisme, l'humanisme occidental, il y a des humanismes. Chaque société humaine a créé sa conception humaniste. Euh, on le sait très bien dans les civilisations qui ont disparu, mais actuellement, il y a un humanisme chinois, il y a un humanisme africain, il y a un humanisme dans sur toute cette planète. Vous voulez dire que l'humanisme s'inscrit à la fois, doit se décliner au pluriel, chaque groupe humain a son propre génie, et il y a aussi l'humanisme peut-être Ah, universel. tout à fait. D'ailleurs, les gens qui restent sur mon site verront qu'il y a le manifeste et il y a la reconnaissance, si vous voulez, d'un humanisme qu'on retrouve chez les défenseurs des droits de l'homme, c'est-à-dire y a-t-il des critères d'humanité qui transcendent les cultures et les sociétés, et il y a aussi la défense des spécificités de chacun des groupes humains, et d'ailleurs ça pose évidemment un problème, jusqu'où va-t-on dans le relativisme culturel? En ce qui me concerne, ma position est très claire, même si les critères d'humanité sont, disons, sujets à débat. Si on s'entendait sur cette planète sur un minimum de critères d'humanité, euh, on pourrait contrôler les pathologies de chacune des sociétés, parce qu'il n'y a pas de société bonne. Il y a des sociétés, toutes les sociétés se valent, mais certaines adoptent des comportements qui sont contraires à, à l'espèce humaine. Alors on le voit quand vous nous dites tout ça, on voit que l'humanisme est une notion quand même extrêmement compliquée peut-être, hein, ça ne va pas de soi, ça doit être réinventé un peu continuellement à tous les niveaux, c'est pas évident. On ne connaît pas véritablement peut-être très bien les caractéristiques propres à l'espèce humaine. Tout ça, on se pose encore des questions. Oui, et puis il y a tout un tas de débats, surtout qu'en ce moment, si vous voulez, ceux qui défendent les droits de l'homme sont actuellement attaqués par justement un certain nombre de sociétés en disant les droits de l'homme, c'est une vision occidentale. Et donc, on peut justifier l'excision, on peut justifier de couper la langue, on peut justifier de couper la main. Moi, pour moi, par exemple, j'ai un cours sur ce qu'est l'être humain, et je commence avec la paléontologie, qui est la seule discipline qui peut essayer de nous définir quels sont les critères qui nous distinguent des espèces même les plus proches, les fameux chimpanzés, et encore plus récemment les bonobos aux pratiques sexuelles très intéressantes. Mhm. Oui, on va pas s'étendre sur le sujet, bien que j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup éclairé sur justement les bonobos. Oui, C'est pas seulement ce qu'on en dit, hein. tout à fait. Ah, voilà, on est Mais on beaucoup. n'est pas des bonobos. On n'est pas non plus des bonobos. Il ne En faudrait tous pas les cas, charrier quand même. en tous les cas, vous dites dans le texte qui présente votre centre que l'Homo sapiens sapiens, de par ses comportements, met en doute la sagesse que laisse entendre le doublement de sapiens. Alors c'est vrai qu'à travers l'histoire, on le voit, l'humanisme, ça va pas de soi, là. Bah écoutez, l'humanisme, si on fait l'histoire de l'humanité,
a toujours été une utopie, si vous voulez, un projet, mais qui n'a jamais remporté le courant dominant. Il ne s'est jamais retrouvé dans les courants dominants. L'humanisme est toujours à contre-courant, à toutes les époques. Même à l'époque de l'humanisme de la Renaissance, il y avait énormément de comportements contraires à l'humanisme. Alors, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de donner un sens à ma vie, finalement. Je ne pense pas que vouloir convaincre le monde entier de chercher des comportements humanistes, ça va changer le monde. Mais ça peut donner des raisons de vivre à des personnes, et je m'intéresse d'ailleurs, moi, à la vision micro. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, comment peut-on améliorer, aider à faire que l'existence individuelle soit digne de, justement, de notre espèce. Et donc, si vous voulez, je ne me fais pas d'illusions. Je ne suis pas un humaniste qui prêche. Il y a des connaissances qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous avons de particulier au niveau biologique, au niveau psychique et au niveau social. Et la moindre des choses, c'est qu'on devrait enseigner ça à tous les enfants de l'humanité. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a de si particulier? Oui, qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Qu'est-ce que Ça, c'est? je crois que c'est Et ben important de dire ça aux justement, auditeurs. alors ça c'est On arrive. alors c'est pour ça que je vous disais, la première, la discipline par excellence pour permettre de s'approcher de ce que c'est que l'espèce humaine, c'est la paléontologie. Mes étudiants sont toujours surpris dans une école de gestion qu'on commence par cette séance sur les origines de l'homme et de montrer justement alors quelles sont les spécificités. Compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, j'insisterai sur deux en particulier. La main, nous sommes la seule espèce qui a la bipédie permanente. Les bonobos, ils peuvent marcher, mais pas longtemps. Et cette bipédie, qui a été acquise il y a plusieurs millions d'années, rappelez-vous la petite Lucie, là, qui a 4,5 millions d'années, dans l'est de l'Afrique, qu'on a retrouvé avec un squelette assez complet, assez rare. Elle marchait un petit peu en se dandinant, mais elle marchait. Et cette bipédie, et c'est une blessure narcissique chez l'être humain, nous sommes des êtres humains parce que nous sommes des bipèdes. Et cette bipédie a libéré la main, et évidemment, c'est une transformation extraordinaire. Et la main, non seulement la main, mais une dextérité dans le pouce opposable, ce qui a permis à l'être humain, avec l'exercice de sa main et de ses doigts et de ce pouce opposable, de faire des outils. Et nous sommes rentrés dans une ère où l'être humain a commencé à changer, à agir sur son milieu. Alors ça, c'est une chose. Vous avez dit il y a deux choses. Ah, vous voulez tout savoir? Oui. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant de suivre. Il y a une phrase superbe qui est « La main est un organe néocortical ». Parce que Lucie, elle avait un cerveau de 450 cm3, peut-être un peu moins même. Et si vous voulez, une fois que cette libération, cette bipédie a été acquise, cette main a été libérée, l'exercice de cette main a exigé d'avoir des circuits neuronaux beaucoup plus importants pour pouvoir agir sur ce milieu. Et donc, il y a une augmentation du cortex, du néocortex, et c'est le cerveau qui nous distingue. Les mammifères ont tous un cortex. Certains ont un début de néocortex. Mais nous, on a un néocortex et on a l'impression qu'on ne s'en sert pas tellement. Ou si on s'en sert, c'est très souvent pour nos folies, et les folies de l'homme. Et donc le deuxième critère,
c'est ayant libéré cette main, les contraintes mécaniques qui étaient très fortes, puisque l'appréhension se faisait par la bouche, a été transférée à la main et aux outils. Et cet espace libéré a permis, si vous voulez, le développement de la parole, qui est du langage articulé. Alors tous les êtres vivants communiquent, ont des systèmes de communication, mais la seule espèce qui a le langage articulé et qui est capable de faire des phrases toutes inédites, c'est l'être humain. Alors je suis un peu irrité par les travaux des éthologistes que j'ai beaucoup aimés au début de ma carrière, parce que justement ils ont réhabilité les espèces en montrant que chaque espèce avait un monde intérieur propre, que le monde intérieur de l'être humain c'était pas un monde exclusif, chaque espèce a son monde intérieur, mais en ce moment ils sont en train de nous bonobiser, de nous chimpanzéiser, avec l'aide d'ailleurs de la génétique, puisque une des phrases que tout le monde connaît maintenant, les chimpanzés ont et nous partagerons 99% des gènes. Alors cette conclusion quantitative laisse entendre que nous sommes au fond un peu comme eux. Beaucoup comme eux. Eh bien, peut-être que ce serait mieux qu'on soit comme eux, on ferait moins de dégâts sur la planète, mais non, c'est pas notre destin. Alors pour répondre à la question que posait Michel, qu'est-ce que c'est, en quelques mots encore, qu'est-ce que c'est que cet humanisme-là? Et ensuite on les rapprochera des deux autres mots qui composent le titre de ce centre dont vous vous occupez, que vous dirigez, c'est gestion et mondialisation. Alors humanisme, c'est quoi exactement, l'humanisme? Bon, alors donc, si vous voulez, c'est une position philosophique que j'adopte. Une fois qu'on a compris ce que c'est que l'être humain, qu'on a essayé de mieux s'entendre sur ce que nous avons en commun, non seulement sur le plan de l'espèce, mais sur le plan de chaque société humaine et de chaque individu, alors nous sommes priés de respecter et d'intégrer cette dimension, et ne pas traiter les êtres humains comme des objets ou des choses. Et de l'intégrer justement dans tous nos modèles de gestion tout individuelle, sur notre vie personnelle, en société, dans l'entreprise, et mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation devrait être plus humanisée qu'elle ne l'est. La mondialisation, vous savez, attendez, la mondialisation, qu'est-ce qui est mondialisé? C'est les flux financiers. Mais les gens vivent en Inde, en Chine, dans leur région, dans leur quartier à Paris, ils vivent dans la mondialisation, mais leur quotidien est profondément spécifique. Donc, si vous voulez, le leitmotiv que j'ai, c'est d'essayer de dire on peut faire une gestion bien meilleure, tout en étant très performante, en respectant la diversité des groupes humains et la singularité des personnes, tout en, bien sûr, tenant compte du bien commun et des dimensions collectives. Vous avez dit, vous dites dans votre site, il n'y aura pas d'humanisation, de la mondialisation si les États-Unis n'y prennent pas une part active. On a l'impression que c'est fait, qu'avec cet espoir, avec cette élection d'Obama, les choses vont changer. Ça vous fait sourire? Bah ouais, ça me fait sourire. Vous savez, j'ai 40 ans d'enseignement en ayant cette tentative, ce projet humaniste. J'ai été de nombreuses fois déçu. Et c'est pas nouveau. Le projet socialiste, le projet communiste étaient des projets humanistes. La Révolution française était un projet humaniste. Ça s'est terminé dans un bain de sang et c'est Napoléon qui a pris le pouvoir. Il faut le faire. C'est l'Empire. Alors, beaucoup de projets humanistes. Vous allez être déçu. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis plus déçu puisque la raison d'être de ce que je fais, c'est donner un sens à ma vie et partager ça avec mes étudiants parce que je suis profondément un enseignant.
Et, donc vous n'attendez pas, je veux dire, de l'extérieur quelque chose, vous avez composé avec votre univers propre. Pour oui, pour et puis rester... les gens qui m'entourent et les aider, comme moi j'ai eu des maîtres qui m'ont aidé à essayer d'être un homme, un être humain, vivre une existence qui soit, malgré les pressions, macro, et qui ont toujours existé. Vous savez, pendant la guerre, il y a des Français, il y a ceux qui ont fait du marché noir, puis il y a ceux qui n'ont pas fait de marché noir. Moi, mes parents étaient dans le commerce, et ils n'ont pas fait de marché noir, et normalement, ils auraient pu s'enrichir énormément. Donc, il n'y a pas un déterminisme total. Chaque individu a une part de liberté et de marge de manœuvre dans son destin. Il y a beaucoup de déterminisme qui pèse, mais chaque être humain a cette possibilité d'échapper à ces déterminismes, justement grâce à sa capacité réflexive et même sa capacité, comme je le fais dans le cours de sciences humaines, de prendre conscience de ces déterminismes physiologiques, psychiques et sociaux. Donc agir à un autre niveau pour que les choses changent au niveau macro. Au niveau macro, j'ai plein de... écoutez, les livres et les journaux sont pleins d'articles macro où on vous dit qu'il faut changer le système. Je suis tout à fait d'accord pour changer d'ailleurs le système. Si vous voulez, moi je suis entièrement d'accord avec la plupart des critiques qui sont faites au niveau macro sur les règles du jeu financière, sur le type de capitalisme que nous avons, ou sur le type d'excès quand il y avait eu à l'époque soviétique de planification. Alors ça, oui, il faut changer. Mais moi, ma position là-dessus, elle est beaucoup plus issue de l'ethnologie, de l'anthropologie, c'est-à-dire ces personnes qui ont essayé de faire un relevé, un inventaire des différentes sociétés humaines qui ont existé sur cette planète et qui continuent d'exister, vaille que vaille. Michel Salofkost, je voudrais que vous nous présentiez Étienne Avonsart, qui est avec nous ce matin, qui est musicien. J'ai eu la chance de rencontrer lors des universités intégrales que vous avez organisées, Michel. Et vous avez souhaité qu'il soit là aussi, qu'Étienne soit là. Oui, mais écoutez, il se trouvait que j'étais dans la voiture avec Étienne, et puis il me sort un CD en me disant, ben voilà, ça c'est mon premier CD. Donc déjà, je dis chapeau, bravo pour son travail, et puis il le met, et puis bon, j'écoute beaucoup de musique, etc., et je tombe sur une musique très originale, très créative, et très intégrale, dans la mesure où elle mélange à la fois des instruments parmi les plus anciens du monde, avec les technologies les plus avancées, et aussi des bruits et des liens un peu à toutes les cultures, c'est un clin d'œil à toutes les cultures du monde, au passé, au présent, au futur. Tout ça dans un esprit humanisme, de valoriser cette capacité réflexive de l'homme, de son humanité, de son ouverture, de sa découverte de l'altérité, la découverte de l'autre. Donc je me suis dit, mais c'est un livre, c'est un disque, c'est aussi un livre, c'est aussi des idées. Alors Étienne, en plus, a tout un parcours passionnant et humaniste. On peut dire que c'est un jeune Léonard de Vinci, d'une certaine manière, parce qu'il est architecte, il est musicien, il dessine, etc. Donc voilà, une manière de le présenter. C'est le Léonard de Vinci d'aujourd'hui. On l'écoute et puis on vous retrouve juste après, Étienne. Alors, on ne va pas pouvoir beaucoup parler avec vous, Étienne, ce matin. On reprend notre émission, je pense,